Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce bilan de WWE Clash of Champions. Quel bon show ce fut. Bon show. Un bon premier match, un bon dernier match, et au milieu, il y a à boire et à manger. Vous allez voir, ça n'a pas été un bon show de bout en bout, mais le bilan a été plutôt positif. Et on va voir ça tout de suite, puisque nous sommes là pour faire le bilan. Alors, dans un changement de plan à cause de l'épidémie actuelle, la WWE a fait passer le match Zelina Vega contre Asuka qui devait être dans le pré-show dans la carte principale, et a donc fait passer la carte Cesaro Nakamura contre Lucha House Party dans le kick-off. Et elle a complètement annulé le match Shayna Baszler et Nia Jax contre le Riot Squad. Ils sont au courant qu'il y a des matchs qui n'allaient pas avoir eu lieu depuis une semaine, ils auraient pu prévenir avant, mais bon, c'est très WWE de faire ça, de promouvoir des matchs dont ils savent qu'ils n'auront pas lieu. Donc on va commencer vers le kick-off, Lucha House Party contre Cesaro et Nakamura. Ça a commencé assez logiquement avec le fait que ce soit Kalisto et Lince Dorado qui fassent équipe. Vous avez entendu ce que je disais dans les pronostics, que c'est surtout entre eux qu'il y a de la dissension au sein de la faction Lucha House Party. Mais Grand Metalik a perdu ses deux derniers matchs solo contre Cesaro et contre Nakamura. Donc d'un point de vue stratégique, c'était plus logique de leur part d'envoyer Kalisto et Lince Dorado. Maintenant, bon, le match a été bien. J'ai mis B-. Le match était bien, un peu prévisible parce que Cesaro et Nakamura ont gagné. Ce qui était attendu puisqu'ils ont gagné chacune de leurs, presque toutes leurs confrontations avec Lucha House Party. Et donc ils ont gagné quand Nakamura a éliminé Lince Dorado à l'extérieur du ring et est revenu pour porter son Kinshasa à Kalisto dans le ring. Et aucune interaction entre Kalisto et Lince Dorado. C'était ça qui me semblait important dans l'histoire, mais il n'y a rien eu. Tant pis. La carte principale s'est ouverte sur l'un des meilleurs matchs de la soirée. Jeff Hardy contre AJ Styles contre Sami Zayn pour le titre intercontinental dans un match à l'échelle. Ça fait du bien de revoir Sami Zayn, il m'avait manqué. C'est vraiment un très très bon catcheur et c'est un vrai plaisir de le retrouver. Il y a eu plusieurs spots complètement fous. Sami Zayn a mangé une échelle dans le coin. Jeff Hardy est tombé sur une échelle posée à l'envers, c'est-à-dire le sommet vers le plafond. C'est ce qu'on appelle à l'envers. C'est-à-dire reposée sur son sommet, mais ouverte. Du coup, il a fait une descente du coude là-dedans. Et du coup, l'échelle, elle s'est refermée sur lui. Il s'est clapé l'échelle sur lui-même. Jeff Hardy, complètement cinglé ce mec. Parlant de complètement cinglé, il a fait un spot plus tard avec Sami Zayn où il a grimpé l'échelle, mais Sami Zayn a essayé de basculer l'échelle, du coup Jeff Hardy est grimpé, mais de l'autre côté, il commençait à ramper en bas de l'échelle, et l'échelle est arrivée sur le coin, elle s'est fermée, tout est tombé, ça faisait pas contrôler du tout comme spot, tout est tombé, Jeff Hardy a rebondi sur le coin, sur le rebord du ring, mais l'échelle lui a clapé le bras ou la jambe, je sais plus, c'était un peu terrifiant comme spot. Mais j'ai beaucoup aimé la fin du match. La fin du match où Sami Zayn a sorti deux paires de menottes de sa veste qu'il avait laissées sur la table des commentateurs. Il a attaché, je crois que ça s'appelle tunnel, gouttière, je sais plus comment ça s'appelle, le gros piercing que les gens se font à l'oreille. Il a attaché cette partie-là de l'anatomie de Jeff Hardy à une échelle. Techniquement, c'est une boucle d'oreille, hein. Il lui a fait une boucle d'oreille en forme d'échelle. Et il a accroché AJ Styles à son propre poignet, faisant en sorte qu'AJ Styles ne puisse pas monter à l'échelle sans que Sami Zayn aussi monte à l'échelle. Sur le coup, je me suis dit, c'est débile parce que ça t'handicape aussi. Je veux dire, si certes AJ Styles peut pas grimper, toi non plus. Alors sur le coup, je me suis dit, c'est couillon. Jusqu'à ce que Jeff Hardy remonte sur le ring avec son échelle accrochée à son oreille et AJ Styles se prenne la tête avec lui, oubliant qu'il a un Sami Zayn accroché à son poignet. Pendant ce temps-là, Sami Zayn sort la clé des menottes de sa bouche, je sais pas comment elle est arrivée là, se libère, attache AJ Styles à une échelle. Et donc, vu que ces deux adversaires sont attachés à des échelles, il n'y a plus personne pour l'empêcher de grimper en haut de l'échelle et de décrocher les deux ceintures intercontinentales pour devenir le champion intercontinental, si on lui demande, pour conserver son titre intercontinental. J'ai mis un A au match, je l'ai trouvé vraiment très très bon. Pas A+, parce que je vous ai dit, il y a certains spots qui me semblaient un peu maladroits. Sami Zayn était sur l'échelle, Jeff Hardy faisait basculer l'échelle, et AJ Styles a fait un phénoménal forearm sur l'échelle pour l'empêcher de tomber. J'ai pas bien compris ce spot. Il y a eu plusieurs spots comme ça où c'était pas carré, c'était pas très beau, c'était un peu crassou. Du coup, pour moi, on n'est pas dans le A+, on est plus dans le A. Voilà. Mais je suis très content que Sami Zayn soit redevenu champion intercontinental. J'aime beaucoup, j'adore Sami Zayn, je trouve qu'il est vraiment très très bon. Et c'est un match où ça m'a fait plaisir de revoir Jeff Hardy au top de ce qu'il sait faire. Parce que j'ai tendance à trouver Jeff Hardy un peu vieux, c'est le mot qui me vient, un peu
ralenti, quoi, un peu ralenti par l'âge. Par rapport à Rey Mysterio qui a toujours tout misé sur sa vitesse et son agilité. Rey Mysterio, il est ralenti, mais je m'ennuie pas pendant ses matchs. Je sais qu'il va faire des trucs qui vont m'enthousiasmer, disons-le comme ça. Que Jeff Hardy, c'est tout le temps un peu les mêmes spots. Voilà, suffit de lui donner des échelles à Jeff Hardy et il fait renaître la magie. La magie, j'exagère beaucoup, mais le match était très sympa. Ensuite, Drew Gulak a fait un roll-up à R-Truth qui a perdu son titre et c'était insupportable et c'est la tristesse, voilà. On parlera plus de Drew Gulak pendant le statch, vous allez voir. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire en début de vidéo, mais on va retrouver la partie statch, vu que c'est le dernier PPV du mois, on va retrouver la partie statch du mois de septembre en conclusion de cette vidéo. Ensuite, on a eu le match Asuka contre Zelina Vega. Alors, Zelina Vega avait beaucoup de taf à faire pour me convaincre personnellement qu'elle était au niveau de défier Asuka, parce que Zelina Vega, on l'a vu sur un ring peut-être 4 fois en solo, peut-être 4 fois, je suis même pas sûr. Ce match n'a pas été ça. Alors, elle était bien, elle était... les Anglais disent decent, mais decent ça veut pas dire décent, ça veut dire bien, voilà, bien, suffisamment bien. Moyen plus, quoi. Et c'est exactement la note que j'ai mis au match, c'est plus. À aucun moment j'ai cru que Zelina Vega allait gagner. Le petit enchaînement à la fin, le petit enchaînement de tombée à la fin était un peu sympa, mais Asuka a gagné parce que Asuka est infiniment meilleure et c'est une évidence. Ensuite, Apollo Crews avec Ricochet contre Bobby Lashley avec MVP. J'ai mis un D à ce match. Il mérite pas D, le match était relativement correct, il méritait C, peut-être C+. Le truc c'est que on a déjà vu le match Apollo Crews contre Bobby Lashley, et Bobby Lashley a vaincu Apollo Crews à chaque fois de façon décisive, sans aucune difficulté. Si c'est avec difficulté, il y a jamais vraiment eu de doute, quoi. Et du coup, reproposer un match entre Apollo Crews et Bobby Lashley, pour moi, pour que ce match ait un intérêt, fallait soit que Apollo Crews gagne, soit que Apollo Crews soit à 2 doigts de la victoire et que Lashley doive tricher pour gagner. Quelque chose dans ce goût-là, ou que Lashley doive vraiment arracher la victoire au dernier moment, que Apollo Crews tombe dans les pommes dans le Hurt Lock, là, la prise de finition de Bobby Lashley, le full Nelson de Bobby Lashley. C'est pas ce qu'on a eu, on a eu un match correct, moyen, dans lequel Apollo Crews a perdu de façon décisive. Donc ça, pour moi, ça diminue vraiment beaucoup Apollo Crews, qu'ils avaient placé dans la division des États-Unis, dans la division du championnat des États-Unis, c'est-à-dire dans le haut du mid-card, que là, Bobby Lashley est clairement dans le haut du mid-card, Apollo Crews, il retourne dans le mid-card, voire dans le bas du mid-card, là où vont ceux qui perdent dans le mid-card. C'est dommage pour Apollo Crews, parce que je pense que son push est bel et bien fini. Ensuite, Andrade et Angel Garza contre les Street Profits. C'est le match qu'on a vu des dizaines de fois, c'est-à-dire que Andrade, comme je le disais dans mes pronostics, Andrade et Angel Garza sont en rivalité avec les Street Profits depuis très longtemps, et ils ont des matchs de façon très régulière. La seule petite nouveauté, c'était un Spanish Fly qui m'a pas semblé bien maîtrisé entre Angel Garza et Montez Ford, c'est-à-dire que le Spanish Fly, faut que les deux catcheurs fassent un salto, celui qui l'a fait un salto arrière, celui qui la prend fait un salto avant. La tête de Montez Ford est vraiment pas passé loin de cogner le sol, voilà, il est pas passé loin de tomber la tête la première, il a pivoté vraiment au dernier moment, ça fait un peu peur, et en plus, juste après ça, quelques secondes après ça, Angelo Dawkins a fait un Spinebuster sur Angel Garza, qui l'a apparemment blessé à la hanche, blessé pour de vrai, parce que l'arbitre a fait une croix avec ses bras, ce qui signifie dans le jargon du catch qu'un catcheur s'est blessé pour de vrai. Et du coup, ils ont dû improviser une fin. Et ça s'est vu, ils ont raté leur improvisation. C'est-à-dire qu'une poignée de secondes après, Montez Ford a fait une prise, je sais plus laquelle, sur Andrade. L'arbitre a pas dû dire à Andrade que c'était la fin du match, mais Andrade s'est dégagé du tombé de Montez Ford, et l'arbitre a quand même compté jusqu'à 3 parce qu'il fallait que le match se termine. Donc j'ai mis C- au match, je peux pas vraiment mettre moins parce qu'il n'y a pas eu grand chose. Je peux pas vraiment mettre plus parce que le match a été coupé en plein milieu. Apparemment, c'est pas si grave que ça. C'est pas anodin, mais c'est pas gravissime, quoi. C'est pas une blessure qui va nécessiter de nombreux mois de convalescence. On lui souhaite qui ça, je suis tout seul. J'espère qu'il va se remettre rapidement et que c'était moins grave que ça avait l'air. Et du coup, évidemment, les Street Profits sont toujours champions. Voilà. Ensuite, Drew Gulak a dédié sa victoire à Akira Tozawa, qui s'était apparemment fait manger par un requin à Raw la semaine dernière. Si vous faites partie des 0 personnes qui s'inquiètent du sort de Tozawa, il était à Raw cette semaine, et donc il n'a pas été mangé par un requin. Et R-Truth a récupéré son titre en faisant un roll-up à Drew Gulak. Bayley
contre Nikki Cross. Le match a été annulé puisque Nikki Cross a attrapé un certain virus qui fait qu'elle a pas pu être là. Soit elle a été exposée à quelqu'un qui l'a attrapé, bref, je ne sais pas. Donc Bayley est arrivée, elle a commencé à dire qu'elle faisait un open challenge. Elle a attendu une seconde et elle a dit bon bah personne n'est là, bon bah tant pis, il n'y aura pas de match, merci à tous. Et Asuka a répondu. Et j'ai trouvé ça vraiment trop cool parce que c'était logique. Asuka est la dernière personne à avoir affronté Bayley pour le titre. Asuka était effectivement là, elle vient d'avoir un match pour défendre son titre d'Euro. J'ai trouvé que c'était logique. Alors vous allez me dire, ça aurait été bien d'avoir quelqu'un d'autre, ça aurait été bien d'avoir quelqu'un d'un peu original pour affronter Bayley. Je préfère quand une rivalité est construite, si vous voulez. Si ça avait été, je sais pas moi, Lacey Evans ou Alexa Bliss ou quelque chose comme ça, ce serait un peu sorti de nulle part. Bon, on aurait pu avoir un bon match, mais c'était pas... Que là, on a eu la dernière grosse menace pour le titre de Bayley. Et d'ailleurs, le match a été très intense pour le temps qu'il a duré. C'est-à-dire que Asuka a commencé directement en portant le Asuka Lock à Bayley, qui a réussi à atteindre les cordes. Mais c'est... Voilà, il s'en est fallu de peu. D'ailleurs, Bayley s'est dit « Nope, pas Asuka », elle a pris une chaise et elle l'a tapé dessus pour se disqualifier. Ce qui fait que Asuka a remporté le match, mais Bayley a gardé sa ceinture parce que, comme vous le savez, une ceinture ne peut changer de propriétaire que par tombée ou soumission, ou par KO d'ailleurs, je me semble. Ah, par KO, je suis pas sûr. Si, il me semble, ou par décision de l'arbitre. En tout cas, une ceinture ne peut pas changer de main par décompte à l'extérieur ou par disqualification. Et après le match, Sasha Banks est intervenue. Sasha Banks avec une minerve et tout, genre, elle est encore blessée par l'agression d'Asuka, de Bayley, pardon. Mais elle refuse de laisser Bayley savourer sa victoire. Enfin, savourer le fait qu'elle ait gardé son titre. Donc, Sasha Banks a agressé Bayley avec une chaise. Tu sentais que ça lui coûtait, hein, que c'était pas évident. D'ailleurs, Bayley a failli revenir. Banks s'en est sortie uniquement parce qu'elle a toujours gardé le dessus. D'abord, elle a attaqué avec une chaise, puis quand Bayley a commencé à contre-attaquer, Sasha Banks a trouvé le moyen d'aller chercher un kendo stick. Et à la fin, c'était Sasha Banks qui était sur le ring et Bayley qui s'enfuyait. Franchement, j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé que pour une situation qu'ils n'avaient pas pu anticiper, ils s'en étaient bien sortis. J'ai mis B+ à tout le segment. J'ai bien aimé que ça soit logique que Asuka réponde à l'Open Challenge de Bayley. J'ai bien aimé que Bayley se dise non, je veux pas affronter Asuka, j'ai pas envie. Et j'ai bien aimé l'attaque de Sasha Banks après. J'ai bien aimé le fait que Sasha Banks soit pas en pleine possession de ses moyens et soit... voilà, j'ai bien aimé que tout soit logique, que tout soit cohérent. Donc voilà, j'ai mis un B+, parce que on n'est pas du tout dans la catégorie A, mais on est B+, quoi. C'est-à-dire, on est dans la catégorie B, et en plus, tout était logique, tout était cohérent, c'était des bonnes surprises. Voilà. Très bien, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Ensuite, alors ce match-là, à la base je lui avais mis A+, et j'ai descendu ma note. Randy Orton contre Drew McIntyre dans un match à l'ambulance. J'ai fini par lui mettre un A, je l'ai trouvé vraiment très divertissant, je l'ai trouvé vraiment très marrant. Après coup, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ce que je veux de ce match-là, qui soit marrant ? Est-ce que c'est la définition de la rivalité entre Drew McIntyre et Randy Orton ? Le match était très cartoonesque, mais cartoonesque qui fonctionne. Le principal intérêt du match, ça a été qu'à chaque fois que Drew McIntyre était un peu en difficulté, l'une des personnes qui a été blessée par Randy Orton ces derniers mois, l'une des légendes qui a été blessée par Randy Orton ces derniers mois, intervenait pour aider Drew McIntyre. C'est-à-dire qu'au moment où Randy Orton allait faire un pun kick, il y a Big Show qui est arrivé de nulle part et qui a attrapé la cheville de Randy Orton et qui lui a fait un chokeslam à travers la table des commentateurs. Quand ils sont allés se battre en coulisses, c'est Christian qui est apparu pour envoyer Randy Orton à travers une table. Quand ils ont commencé à se battre sur le toit de l'ambulance, d'ailleurs Drew McIntyre est passé à travers le pare-choc. Il n'est pas passé à travers le pare-brise de l'ambulance, mais il est bien rentré dans le pare-brise de l'ambulance. Donc quand ils étaient tous les deux sur le toit de l'ambulance et que Drew McIntyre avait fini par tomber, derrière Randy Orton, il y avait Shawn Michaels qui lui a fait un switching music et qui ensuite lui a fait une petite pichenette, un petit poussé de bitch please. Et Randy Orton est tombé de l'ambulance à travers une table. Ça, c'était un peu cool. Et enfin, quand Drew McIntyre a réussi à porter le Claymore sur Randy Orton, puis l'a mis dans l'ambulance, avant de fermer l'ambulance, parce que la règle du match, c'est de mettre son adversaire dans l'ambulance et de fermer les portes. Avant de fermer les portes, il a sorti un peu Randy Orton. Je me suis dit, non, il va pas perdre parce qu'il veut lui faire trop mal, c'est pas possible. Non. Il a juste sorti le haut du corps de Randy Orton et lui a mis un pun kick dans la tête avant de refermer les portes de l'ambulance. Et on a vu que c'était Ric Flair, donc l'avant-dernière victime en date de Randy Orton, qui conduisait l'ambulance et qui a amené Randy Orton à l'hôpital, en promettant qu'il allait respecter les limitations de vitesse. J'ai trouvé, écoutez, moi ça m'a bien fait marrer, ça plus le fait que à l'intérieur de l'ambulance, Drew McIntyre est sorti une chaise rouge avec une croix blanche dessus, dans la chaise de l'ambulance.
Moi j'ai trouvé ça, voilà, ça m'a fait rire. Voilà, il y a eu beaucoup de spots très sympas. C'était un match très divertissant. Mon petit reproche aussi, au-delà du fait que je suis pas sûr que ce soit le ton qu'il devait adopter pour cette rivalité-là, c'est que Keith Lee a fait énormément partie de cette rivalité depuis un mois, même depuis un mois et demi, et là il était nulle part. J'aurais fait intervenir Edge aussi, mais Edge c'est différent parce que Edge est blessé, voilà, Edge est blessé pour de vrai, donc du coup il pouvait pas intervenir. Mais Keith Lee n'était pas blessé pour de vrai, et je pense qu'il aurait dû intervenir vu que c'est lui le dernier à avoir pris un punt kick de Randy Orton. Et là, vu que tout le monde intervenait en faveur de Drew McIntyre, ce qui l'a pas énervé du tout, ça aussi c'est un autre petit reproche que je ferai au match, c'est que Drew McIntyre il en sort pas affaibli de ce match-là, mais il en sort pas grandi, quoi. C'est-à-dire que beaucoup de personnes l'ont aidé, et il a dû quand même lutter pour avoir la victoire. C'est un des matchs dans lesquels Drew McIntyre a eu l'air le plus faible depuis qu'il a gagné le titre. Je pense que ça aurait été important que Keith Lee intervienne aussi, pour rappeler qu'il a une place dans cette rivalité, quoi. Qu'il intervienne d'une façon ou d'une autre, mais on n'a pas eu ça. Maintenant, le match a été bien, c'est pas très juste de juger le match sur ce qu'il n'a pas été, donc il faut juger le match sur ce qu'il est, et il a été très fun, un peu overbooké, un peu trop d'éléments, mais j'ai passé un très très bon moment en le regardant, et c'est ce qu'il visait. Ah, ça me semble être une note juste. Et enfin, match de la soirée haut la main, Jey Uso contre Roman Reigns. J'étais surpris qu'il termine par Jey Uso contre Roman Reigns parce que c'était évident. C'était évident que Roman Reigns allait gagner. Maintenant, ils avaient le bénéfice du doute. Parce que toute la rivalité Jey Uso-Roman Reigns a été formidablement menée dans mes pronostics. Parce que vous savez, j'enregistre mes pronostics avant le dernier épisode de SmackDown. Et notamment, j'ai dit, j'espère que Roman Reigns ne frappera pas Jey Uso avant Clash of Champions. C'est pas noir ou blanc, si vous voulez. Il l'a frappé au bout du meilleur segment, de la meilleure escalade de la rivalité. C'est pas il l'a tapé, c'est nul. Il l'a pas tapé, c'est bien. Non, il l'a tapé pour une excellente raison. Je lui ai mis A+ à cette promo-là parce qu'elle était vraiment, vraiment, vraiment brillante. Je vais vous parler de ce segment-là avant de vous parler du match parce que ça a son importance. Donc, Jey Uso a voulu demander à Roman Reigns pourquoi il l'avait regardé comme ça, parce que voilà, c'est ce dont je vous parlais dans les pronostics, c'est-à-dire Roman Reigns l'a regardé comme s'il allait le tuer il y a 2 semaines. Et du coup, Jey Uso a demandé à Roman... C'était quoi ce regard? Roman Reigns lui a répondu, je saute un peu quelques trucs, Roman Reigns a répondu, faut que tu comprennes que tu ne seras jamais ce catcheur-là, tu ne seras jamais champion universel. Si ça ne tenait qu'à moi, je te le donnerais, ce titre. Mais tu saurais même pas quoi en faire. Tu sais, Roman Reigns, il est très condescendant, c'est vraiment un connard, mais un connard qui est persuadé d'être dans le bien. J'aime beaucoup son personnage, je trouve son personnage très nuancé. Il lui fait comprendre que la seule façon qu'il aurait de devenir champion universel, c'est si lui donnait le titre. Vous voyez, il y a de l'amour, il y a aucun respect, quoi. C'est ça que je trouve brillant. Bref, donc voilà, Roman Reigns lui dit ça, que c'est lui le chef de la tribu, que c'est lui qui doit gagner le plus d'argent, parce que les champions gagnent plus d'argent. Et en partant, en quittant le ring, après avoir expliqué à Jey Uso que lui, Roman Reigns, est le main eventer, que Jey Uso, il saurait pas être un champion solo parce que c'est la moitié de 2 jumeaux qui sont l'une des meilleures équipes du monde, d'après Roman Reigns, d'après moi aussi. Mais c'est que ça, c'est que la moitié de 2 jumeaux, il saurait pas se débrouiller seul. Il a été immonde avec lui, il l'a laissé avec cette bombe-là sur le ring en partant. Et Jey Uso lui a demandé, alors qu'il partait, et si t'avais tort? Si c'était à mon tour de gagner de l'argent pour la famille, si c'était à moi d'offrir des trucs à ma femme et à mes enfants, si c'était mon tour. Parce que toi, c'est facile, et les gens te voient, ils disent, ouais, c'est le big dog, c'est le main event, c'est Roman Reigns, le champion universel, l'une des plus grandes superstars de la WWE. Tu sais ce que disent les gens quand ils me voient? Tu es lequel? J'ai trouvé cette phrase, mais d'une pertinence et d'une violence, parce que effectivement, dans les matchs des Usos, vous m'avez entendu dire un nombre incroyable de fois, un des Usos, je ne sais pas lequel, parce que c'est des jumeaux identiques. Alors, et ils se battent en équipe, c'est difficile de les différencier. Et vu qu'il y a une alchimie d'équipe qui est folle et qu'ils ont les mêmes prises qui sont... Voilà, tu peux pas les différencier sur le ring. Et du coup, Jey Uso faisait valoir ça, le fait qu'il avait envie d'être... Il avait envie de briller pour lui, quoi. Il avait envie qu'on le reconnaisse comme celui qui a battu Roman Reigns pour le titre universel. Cette promo était brillante, cette promo était vraiment brillante. Et donc Roman Reigns est parti après ça, Jey Uso commençait à partir, et Roman Reigns l'a surpris avec un Superman Punch qui était, qui a fait passer la note de A à A+, parce que Roman Reigns l'a remis à sa place. Parce que Jey Uso a osé rêver d'être l'homme de la famille. Et Roman Reigns a eu un espèce de complexe de supériorité. Il s'est dit, non, l'homme de la famille, c'est moi. Je suis le chef de la tribu. Je suis en tête de table. C'est moi qui
gagne l'argent dans cette famille, c'est moi le champion dans cette famille. C'était exactement ce qu'il fallait pour préparer le match. Brillante promo. Le match a donc eu lieu, et là pareil, je vous avais dit que j'espérais que Jey Uso ne se ferait pas frapper par Roman Reigns avant Clash of Champions. J'ai eu tort, mais ce que j'ai eu était meilleur que ce que j'imaginais. Et je vous ai aussi dit que j'espérais que Roman Reigns allait massacrer Jey Uso sans qu'il ait la moindre opportunité de revenir. J'ai pas eu ce que je voulais, j'ai eu mieux que ce que je voulais. Jey Uso a failli s'en sortir. C'est-à-dire que Roman Reigns, c'est génial, hein. Roman Reigns en heel fonctionne extrêmement bien. Roman Reigns a pas arrêté de provoquer Jey pendant le match en lui disant, tu vois, t'aurais pas dû, allonge-toi, de toute façon tu ne vas pas gagner, laisse-moi gagner, prends ton chèque, prends ta raclée, mais laisse-moi gagner, parce que tu t'en sortiras pas. Et évidemment, il le massacrait à chaque fois, notamment avec des uppercuts, que Jey Uso vendait très bien. Voilà, Roman Reigns a passé tout le match à lui faire la leçon, à l'humilier, à le rabaisser, pendant qu'il le défonçait, quoi. Et Jey Uso a eu un retour. Jey Uso a réussi à esquiver un uppercut. Il a réussi à esquiver un spear en faisant un roll-up, c'est-à-dire qu'il a sauté sur le dos de Roman Reigns et l'a fait tomber pour tenter de faire un tombé. Ça n'a pas suffi, il lui a fait un super kick, il a enchaîné avec un splash. J'y ai cru pendant une fraction de seconde. Pendant une fraction de seconde, j'étais tellement dans le match que j'avais plus le recul nécessaire pour me dire non, Roman Reigns ne peut que gagner ce match. Mais j'y ai cru, et rien que pour y avoir cru, voilà, le match a fait ce qu'il devait faire. Jey Uso a fait son splash, Roman Reigns, en se dégageant, a mis un coup de bras dans les noix de Jey Uso, ce qui est un mouvement illégal, mais ce qui peut passer pour un accident. C'est-à-dire qu'il s'est dégagé, donc quand on fait le tomber, il faut que tu dégages une épaule du sol. Et si tu dégages une épaule du sol, tu dégages le bras, et du coup, ce qu'il arrive avec ce bras, ça peut être un accident. C'était clairement pas un accident, Roman Reigns, il avait cette espèce de sourire du gars satisfait de son truc. Roman Reigns a préféré tricher pour gagner, c'est dire si Jey Uso a été protégé dans ce match. Après ça, Roman Reigns a collé un spear à Jey Uso, donc le match était fini. À partir du moment où Roman Reigns a fait son spear, le match est fini. Personne ne sait... Enfin, ils sont très, très peu nombreux à cette sortie du spear de Roman Reigns, et Jey Uso avait aucune chance de s'en sortir. Mais Roman Reigns n'a même pas tenté le tomber parce que c'était pas l'enjeu. Il savait qu'il allait gagner. Ce qu'il voulait, c'était que Jey Uso le reconnaisse comme le chef de la tribu. Il n'aurait pas arrêté de lui dire « Je veux que tu le dises, dis-le que je suis en tête de table, dis-le que je suis le chef de la tribu. » Jey Uso ne l'a jamais dit. Du coup, Roman Reigns a continué de le frapper. L'arbitre a commencé à menacer de disqualifier Roman Reigns, qui aurait gardé son titre, mais voilà. Roman Reigns a coincé l'arbitre dans un coin, l'a menacé, mais l'a menacé très subtilement, très sournoisement, genre... je suis même pas sûr qu'il lui ait formulé une menace claire. Il a juste dit, tu ne me disqualifies pas, tu me laisses faire ce que j'ai à faire, d'accord, je suis en train de travailler, là, donc tu me laisses faire. C'est très doucereux, il a pas hurlé, il a murmuré pendant tout le truc. Il a murmuré, c'était une colère... Il était en colère, quoi, il était frustré que Jey Uso ne le reconnaisse pas comme le chef de la tribu, et cette colère était très palpable, j'ai envie de dire. Il a fait un deuxième spear à Jey Uso, il est toujours pas tombé, il lui a soulevé la tête devant la caméra pour lui dire « Vas-y, notre famille est en train de regarder, toute la famille est en train de regarder, dis-leur que c'est moi le chef de la tribu, dis-leur que c'est moi qui gagne l'argent, dis-leur que c'est moi qui fais manger ta femme et tes enfants, que c'est moi qui ramène le fric à la maison. » Jey Uso, évidemment, n'a toujours pas dit. Et là-dessus, Jimmy Uso, son jumeau qui est blessé au genou en ce moment, est descendu aux abords du ring avec une serviette, donc pour jeter l'éponge au nom de Jey Uso. Il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est que Paul Heyman, qui avait qu'une envie, c'était que le massacre s'arrête, donc qui est le manager de Roman Reigns en ce moment, Paul Heyman disait à Roman Reigns: tu es le chef de la tribu, Roman. En ce qui me concerne, tu es le chef de la tribu, ça ne fait aucun doute. Roman Reigns le regarde et dit non, je veux pas que tu le dises, je veux que lui le dise. Paul Heyman est brillant, Paul Heyman a toujours été brillant. Donc Jimmy Uso descend aux abords du ring avec cette fameuse serviette, et Jey le supplie de ne pas jeter l'éponge pour lui. Donc Jimmy ne jette pas l'éponge pour lui, et Roman Reigns tire Jey Uso, commence à lui mettre des coups d'avant-bras dans la tête, mais vraiment à coincer sa tête entre son avant-bras et le sol. Paul Heyman qui dit à Jimmy Uso mais jette cette putain de serviette là, qu'est-ce que t'attends? Et Jimmy Uso finit par jeter la serviette pour abandonner au nom de Jey. Donc Roman Reigns a gagné le match. Mais Roman Reigns continue de frapper Jey Uso, et du coup Jimmy monte dans le ring et couvre Jey avec son corps pour s'interposer entre Roman et lui. Et Jimmy finit par dire à Roman Reigns d'accord, t'es le chef de la tribu, voilà, t'es content, c'est ce que tu voulais entendre? Et il lui dit un truc de l'ordre de « On est une famille, qu'est-ce qui te prend, c'est quoi ton problème ?» Et Roman Reigns était satisfait avec ça. Il a arrêté le massacre à ce moment-là. Jey Uso était arrivé sur le ring avec un collier de fleurs qui doit être une tradition dans les îles Samoa, un truc comme ça. J'avoue, je m'y connais pas très bien dans cette culture-là. Mais à la fin, Paul Heyman a remis le collier de fleurs à Roman Reigns, reconnaissant le chef de la tribu. À la base, j'avais mis un A à ce match parce qu'il y avait un détail qui m'avait beaucoup gêné.
qui était, vu que Roman Reigns avait refusé que Paul Heyman lui dise que c'était le chef de la tribu, il aurait pas dû accepter ça de Jimmy non plus. Il aurait dû continuer de massacrer Jay tant que Jay lui-même n'avait pas reconnu que Roman Reigns était le chef. Mais en y repensant plus tard, ça rentrait exactement dans l'histoire parce que c'est extrêmement humiliant pour Jey Uso. Ça veut dire que ce soit Jimmy qui le reconnaisse ou que ce soit Jay qui le reconnaisse, ça fait aucune différence. Les deux sont les mêmes pour lui. Ça remet Jay dans ce contexte de tu n'es que la moitié des Usos. Tant que l'entité les Usos l'a reconnu comme le chef de la tribu, ça lui pose pas de problème que ce soit Jay ou Jimmy. La dernière insulte, quoi. La dernière insulte du match, et j'ai trouvé ça grandiose. J'ai adoré ce match. Je lui ai mis un A+, je crois que je l'ai déjà dit. Si je l'ai pas dit, ben voilà, je le dis. Les points bonus. Alors évidemment, Roman Reigns en premier. J'ai hésité pour le deuxième et le troisième. J'ai choisi deuxième pour Sami Zayn parce que je suis très content qu'il soit redevenu champion intercontinental, et troisième pour Jey Uso. Ça aurait pu être dans l'autre sens. Je suis parti sur ce sens-là. Quatrième, Jeff Hardy. Cinquième, Drew McIntyre. Et sixième, Asuka. Voilà, ça c'est les points bonus que j'ai mis pour ce show. Mais nous allons à présent parler du stage du mois. Alors ceux qui m'ont dit le mois dernier, ouais mais c'est pas juste parce que AEW ils ont moins de PPV, alors tu devrais faire un classement à part. Ouais. Alors, nous allons faire le classement du mois dernier. 6 des 7 premières places sont occupées par des talents de AEW. Voilà, comme ça, je me spoil un peu, mais vous le savez. À la 10e place, nous avons Randy Orton qui a... Je suis un peu surpris que ce soit Randy Orton qui soit à la 10e place et pas Drew McIntyre. Est-ce qu'il a pas la meilleure année de sa carrière là en ce moment, Randy Orton? Je trouve qu'il fait un travail de heel de dingue. Je le trouve vraiment excellent. À la 9e place, nous avons Adam Cole, qui était dans le Fatal 4-Way Iron Man match pour le titre de NXT et qui était dans la finale la semaine suivante. Et ensuite, il a eu l'excellent match contre Finn Balor pour déterminer le nouveau champion de NXT. Donc voilà, 9e. À la 8e place, nous avons Sami Zayn, qui a été de retour ce mois-ci et qui est notre nouveau champion intercontinental dans l'un des meilleurs matchs de Clash of Champions. À la 7e place, nous avons les Young Bucks qui ont fait un heel turn beaucoup moins subtil que celui de Roman Reigns à AEW et qui ont eu un bon mois là ce mois-ci, qui ont eu un bon match contre Jurassic Express à All Out. À la 6e place, nous avons les nouveaux champions par équipe de AEW, FTR. À la 5e place, nous avons Finn Balor, le nouveau champion de NXT. Ça c'est chouette, j'ai pas vraiment besoin de préciser autre chose puisque c'est, voilà, il a le même parcours que Adam Cole, sauf que lui, il a gagné en plus. À la 4e place, nous avons Jon Moxley, le champion de AEW, qui a eu un très bon match contre... Est-ce que c'était le match contre Brian Cage? J'ai l'impression que c'était dans une autre vie ce match. Non, bien sûr, c'était le match contre MJF. Bien sûr que c'était le match contre MJF, que j'ai trouvé vraiment très très bon. Si vous voulez savoir mon avis entier sur ce match, je vous invite à regarder mon bilan de All Out. À la 3e place, vous allez voir, c'est un peu particulier parce qu'à la 3e place, on a Kenny Omega et Adam Page en tant qu'équipe. Ils ont remis leur titre en jeu contre FTR, mais ils ont perdu le match. Et je trouve la dynamique entre Kenny Omega et Adam Page beaucoup plus intéressante que la dynamique entre Dax Harwood et Cash Wheeler, les membres de FTR. Donc forcément, ils sont plus hauts parce qu'au niveau du scénario, je trouve ça plus intéressant. À la 2e place, on a MJF qui n'a pas gagné le match, mais qui a eu un build-up de folie pour ce match. Et qui a ensuite été... qui commence à installer une rivalité avec Chris Jericho, j'ai l'impression que ça va vers là. Oui, prenez tout mon argent, oui. Mon petit scénario que j'aimerais beaucoup, MJF rejoint l'Inner Circle et manipule les 4 autres gars pour chasser Chris Jericho de l'Inner Circle et que l'Inner Circle devienne la faction de MJF. Je trouverais ça vraiment très cool. Et à la première place, et c'est là que c'est particulier, on a Hangman Page tout seul. Pourquoi, comment ça se fait? Bah, c'est dans mon système de notation, mon système de classement pour le Statch. À toutes les émissions, j'attribue 3 points bonus. Et je qualifie pour le Statch celle ou ceux qui marquent 3 points. Donc le meilleur de Raw, le meilleur de SmackDown, le meilleur de NXT, le meilleur de NXT UK, le meilleur de 205 Live et le meilleur de Dynamite. Sur toutes les semaines où ont lieu ces shows, au maximum des cas, on a déjà 30 noms. Puisque n'est-ce pas, au maximum des cas, il y a 5 mois et 5 semaines dans un mois. Ça fait 5 semaines qui comptent dans un mois et 6 noms différents. C'est rare qu'il y ait 6 noms différents. Plus, j'attribue des points bonus par semaine, indifféremment des shows. Plus j'attribue donc les fameux 6 points qu'il y a à chaque PPV. Voilà, Hangman Page a gagné sa place en solo dans le Statch. La 3e semaine du mois, ouais, dans son match contre Frankie Kazarian que j'ai trouvé vraiment très très bon. Pour moi, Hangman Page a été le meilleur élément de l'épisode de Dynamite de cette semaine-là. Et Kenny Omega et Adam Page ont gagné leur place dans le Statch à All Out. Et Kenny Omega n'a jamais été en solo le meilleur élément de Dynamite ou d'un PPV de AEW ce mois-ci. Ça explique que Hangman Page soit à la fois et en solo et en équipe avec Omega dans
le classement. Maintenant, Kenny Omega, en réalité, est 3ème du classement et Omega et Page sont 4ème. C'est des ajustements que je fais pour que ce soit... Vous voyez tout ce que je viens de dire là, tout ce qui est très compliqué, c'est des ajustements que je fais pour que ce soit plus lisible. Mais parfois, on se retrouve avec des petits détails comme ça. Il n'est pas exclu qu'à un moment donné, on ait The Elite, les Young Bucks et Matt Jackson. C'est possible. C'est rare les mois où le groupe s'illustre, l'équipe s'illustre et l'un des membres de cette équipe s'illustre en solo. Mais voilà, c'est arrivé puisque Omega et Page se sont séparés à All Out. Maintenant, ils sont en solo, donc on aurait pu se retrouver avec Hangman Page, Omega et Page et Kenny Omega dans 3 places différentes dans le classement. C'est pas le cas. Voilà, ça c'était un petit coup d'œil derrière le rideau. Et enfin, je vais vous parler des catcheurs-catcheuses et équipes et factions qui ont le plus progressé et le plus régressé dans le stage de l'année, j'ai plus de voix. On va commencer par ceux qui ont le plus régressé. 4 sur 5 sont des membres de SmackDown. À WrestleTalk, ils disent beaucoup ouais, Raw est vraiment à chier en ce moment, alors que SmackDown est vraiment génial. SmackDown est moyen. SmackDown est moyen avec un très bon sommet de cartes, quoi, un très bon main event. Raw est moins bon. Raw est mauvais à presque tous les niveaux. À la 5ème place de ceux qui ont le plus régressé dans le classement de l'année, enfin 5ème et 4ème place, c'est des catcheurs qui régressent parce que ils sont pas là, comme d'habitude. Plus vous êtes haut dans le classement, plus votre absence coûte cher. En l'occurrence, à la 5ème place des pires régressions, nous avons le New Day en tant qu'équipe. C'est particulier parce que Kofi Kingston baisse beaucoup, mais Big E grimpe. On verra à la fin de l'année si Big E a une note solo ou pas. En l'occurrence, le New Day est toujours considéré comme une équipe. Big E est en solo depuis un mois ou deux. C'est pas encore suffisant pour que je le considère comme un membre solo, donc pour l'instant c'est le New Day qui compte, et le New Day étant absent ces derniers mois, ça descend. Et pareil pour Daniel Bryan, dont je vous ai déjà parlé le mois dernier, qui faisait déjà partie des pires régressions du mois d'août, et qui continue en septembre. À la 3ème place, on a Dakota Kai, c'est pas très surprenant, elle est passée de aspirante numéro 1 au titre de Io Shirai à un nom dans une Battle Royale. Il me semble qu'elle a pratiquement fait que ça ce mois-ci. Et un nom pratiquement anonyme, c'est-à-dire qu'elle a même pas eu son entrée. Elle a à peine été considérée mieux qu'une jobbeuse, quoi. À peine mieux. Mieux, mais à peine. Donc ouais, je suis pas surpris de voir qu'elle est dans les pires régressions. À la 2ème place, ah là là, quelle tristesse, on a Drew Gulak. Drew Gulak qui est l'un des meilleurs techniciens, les meilleurs catcheurs techniques à la WWE, et qui, le mois dernier, a été vu dans une vignette des Street Profits en train de faire la fête dans le Championship Lounge de Cesaro et Nakamura. Voilà, il fait de la figuration maintenant, Drew Gulak. À Clash of Champions, on l'a vu gagner le titre 24/7, on parle de celui qui a été le meilleur champion cruiserweight l'année dernière, donc tout ceci se casse la gueule. Il était coach de Daniel Bryan en début d'année, je dis ça parce que je vois qu'il a eu une bonne note en mars, mais il était coach de Daniel Bryan. J'avais l'impression qu'ils avaient réussi à trouver une place pour lui au sein de SmackDown. Ben pas du tout, semble-t-il. Pas trop. Bah, en même temps, Daniel Bryan se casse la gueule, c'est logique que Drew Gulak se casse la gueule aussi. Et la pire régression du mois, c'est Braun Strowman, qui est passé de champion universel à Raw Underground. Oh, je viens de me rendre compte qu'on n'a pas eu de Raw Underground. Là, je viens de finir de regarder Raw ce matin. C'est fini Raw Underground. C'est fini Raw Underground. Oh, la bonne nouvelle. Oh, c'est fantastique, excusez-moi, je suis content. Voilà, donc Braun Strowman, il a fait qu'un seul truc à Raw, qu'un seul truc le mois dernier, c'est massacrer Daba Kaito, le gars qu'ils avaient bien présenté comme étant la grosse menace de Raw Underground, le gars qu'il fallait surveiller, donc la star de demain. Braun Strowman est arrivé, il l'a battu en 2 minutes. Super. Donc voilà, Braun Strowman, il s'est cassé la gueule parce qu'il n'a fait partie que d'un seul programme qui était nul, pas bon le programme. Et parmi les meilleures progressions de ce mois-ci, à la 5ème place, que je dise pas de bêtises, nous avons AJ Styles. AJ Styles qui a un très bon programme dans le titre intercontinental, le paysage du titre intercontinental. D'ailleurs, Jeff Hardy est 6ème. Voilà. Petit lever de rideau si vous voulez tout savoir. À la 4ème place, nous avons Fandango. Ça peut être surprenant de le voir ici, mais il est champion par équipe avec Tyler Breeze à NXT. Et Fandango est là tout seul parce que pour l'instant, Breezango n'est pas considéré comme une entrée à part entière dans le classement, parce que Tyler Breeze a été là toute l'année. Il a eu un très bon début d'année à 205 Live et à NXT en l'absence de Fandango. Donc du coup, Fandango doit rattraper son retard. Il va encore falloir peut-être quelques mois, ou peut-être que dès le mois prochain, Breezango sera une entrée dans le classement. D'ici là, pour l'instant, Tyler Breeze et Fandango progressent tous les deux à la même vitesse. Mais il faut que Fandango rattrape Tyler Breeze pour que leurs entrées respectives ne soient plus qu'une. À la 3ème place des meilleures progressions dans le stats annuel, nous avons
Roman Reigns, j'espère vraiment qu'il sera dans le stage de 2020 parce que en ce moment, il est ce que le roster principal fait de mieux. Roman Reigns est le meilleur élément de la WWE en ce moment. Je sentais bien que Roman Reigns était meilleur que ce qu'il laissait entrevoir pour l'instant. Je pensais pas qu'il serait bon à ce point-là. Son comportement, ses expressions de visage, le ton avec lequel il parle, sa présence, je veux dire, l'arbitre a peur de lui, Paul Heyman a peur de lui, et j'accepte complètement cette idée. Aucun problème à penser que les gens ont peur de Roman Reigns, il est terrifiant. Bien plus terrifiant que Brock Lesnar. Et faut y aller pour être plus terrifiant que Brock Lesnar. Maintenant, il a une sacrée escalade à faire pour revenir dans le statut annuel, parce que au-delà du fait qu'il ait raté 4 mois, parce que ça c'est le cas de tous les catcheurs de NXT UK par exemple, qui ont raté 4 mois de programmation. Je me fais moins de soucis pour des gars comme Ilya Dragunov par exemple, qui est un des mieux classés de NXT UK, parce qu'il a eu un premier trimestre génial. Il a été dans des rivalités, notamment avec Joe Coffey à NXT UK, qui était vraiment très bonne et vraiment très, très, très engageante, pendant que Roman Reigns était en rivalité avec Goldberg, je vous rappelle. Donc Roman Reigns ne doit pas seulement lutter contre 4 mois d'absence, il doit lutter contre 4 mois d'absence et 3 mois nuls. Donc il y a encore pas mal de boulot. Est-ce qu'il va le faire? Je suis pas très optimiste. Pour être honnête, ça m'étonnerait un petit peu que Roman Reigns soit dans les 50 meilleurs catcheurs de cette année. Et c'est pas juste. C'est pas juste parce que là, sur le dernier trimestre, aucun souci, il est dans le top 20. Aucun souci, peut-être dans le top 10. Je vise large parce qu'il y a 6 rosters à prendre en compte, parce que je compte NXT UK et je compte AEW cette année. Mais ouais, très bon travail de Roman Reigns. À la deuxième position des meilleures progressions dans l'année de ce mois-ci, nous avons Sami Zayn, notre nouveau champion intercontinental, qui est revenu et que ça fait du bien fou, de le revoir, qui est bien dans son rôle, qui connaît bien son rôle, qui est brillant, quoi. J'adore Sami Zayn. Et à la première place, nous avons FTR, les nouveaux champions par équipe de AEW. Qui élèvent par leur seule présence toute la division par équipe de AEW, qui n'avait pas besoin d'être élevée, mais ils le font quand même. C'est l'inverse d'Hikaru Shida, si vous voulez. Hikaru Shida, c'est la championne de AEW. Hikaru Shida, elle est à la tête d'une division catastrophique, que FTR, ils sont à la tête d'une division qui est brillante. Ils sont à la tête de la meilleure division par équipe de... En tout cas, des émissions que je regarde. C'est pas volé, ça me semble juste. FTR seront dans le top 50 de l'année, ça c'est une certitude. Même s'il leur a manqué, 4 mois pendant lesquels ils étaient pas à AEW, donc janvier, février, mars, avril. Ils sont arrivés quand même, mais je suis à peu près sûr qu'ils seront dans le top 50. Et contrairement à Roman Reigns, ils ont pas de mauvais mois contre lesquels ils doivent lutter. Enfin, qui doivent compenser. Voilà, ça c'était le statch de ce mois-ci. Merci à tous de l'avoir regardé. Je mettrai mon tableau en page après que j'ai coupé l'émission. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires comme d'habitude. N'oubliez pas le pouce bleu en partant, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes abonné, n'oubliez pas de mettre la cloche ou de ne pas la mettre, ça dépend ce que vous voulez. Vous pouvez l'activer pour des notifications de temps en temps aussi. Vous n'êtes pas obligé d'activer toutes les notifications. Faites votre vie. vous savez ce que vous voulez suivre. Et on se retrouve cette semaine pour les pronostics de NXT TakeOver 31. Cette semaine pour le coin lecture. Dès que j'ai fini le livre que je suis en train de lire, et la semaine prochaine pour le bilan de NXT TakeOver 31. Bonne fin de journée à tous et à la prochaine. Ciao.